toutes et à tous. Le ciel peut-il, en tout cas l'espace peut-il aider la Terre? J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Monnoyer-Smith qui est en Zoom. Mais elle est en Zoom pour des questions de sobriété énergétique. Elle a préféré rester à Paris, au CNES, plutôt que de venir à Nice pour seulement une intervention de 10 minutes. Donc il fallait le souligner, c'est la sobriété énergétique, en tout cas la sobriété tout court. Madame Laurence Monnoyer-Smith est directrice du développement durable au CNES. Et donc nous allons l'interroger sur, évidemment, sur en quoi l'espace peut-il aider la Terre. Donc comment vous pouvez aider à lutter contre le réchauffement climatique. On ne vous entend pas. Excusez-moi, on ne vous entend pas. Oui, vous devez m'entendre. Oui, ça y est. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je suis avec vous à distance, mais c'est un grand plaisir. Et puis, je vous ai quand même écouté précédemment et vos échanges. Alors, comment l'espace peut aider la Terre? Eh bien, c'est important. Je pense que on n'a pas forcément conscience de l'implication de la recherche scientifique et des satellites pour l'ensemble des activités de modélisation, de suivi, de prévention en ce qui concerne le changement climatique. Pour vous donner un certain nombre d'indications, nous avons depuis, en termes d'organisation de la communauté scientifique et des chercheurs dans le domaine des instruments et des instruments embarqués à bord des satellites, on a depuis à peu près le milieu des années 60 une cinquantaine de satellites d'observation de la Terre qui ont accompagné progressivement la communauté scientifique dans l'élaboration des modèles de changement climatique, et ils ont accompagné également le travail du GIEC. Le GIEC, vous le savez, qui a été créé en 1987 et qui a progressivement construit l'ensemble de l'instrumentation scientifique qui allait accompagner ces travaux. Et puis donc progressivement, au cours des années 90 et 2000, la communauté internationale s'est constituée autour des groupes d'observation satellitaires, a constitué une organisation internationale. Il y a plus de 140 pays qui contribuent au sein du Group on Earth Observation à modéliser, en tout cas à prévoir l'ensemble des données qui vont permettre ces modélisations. Et donc, cette grande communauté scientifique accompagne le GIEC progressivement depuis le long de ses travaux depuis le début des années 90. Donc, sur ces 60 satellites d'observation de la Terre, il faut bien comprendre que, évidemment, ces satellites ne fournissent pas la totalité des données dont on a besoin pour faire de la modélisation, parce qu'on a aussi besoin de données qui sont in situ, mais in situ, c'est-à-dire captées localement. En revanche, ce que l'on ne sait pas, c'est que dans les modélisations que vous voyez des différents scénarios du GIEC, vous avez à peu près un peu plus de 50 variables, ce qu'on appelle les variables climatiques essentielles, et qui permettent d'avoir une idée du fonctionnement systémique de la Terre et qui font la corrélation entre les données de composition chimique de l'atmosphère, de réchauffement des eaux, d'acidification des océans, etc. Et sur ces 53 variables, eh bien, la moitié de ces variables ne peuvent être documentées que depuis l'espace. C'est ce qui explique d'ailleurs que progressivement les scénarios du GIEC se soient affinés jusqu'à très très récemment sur les derniers, sur le 6e rapport qui a été fait par le GIEC, et a bénéficié de données qui sont extrêmement récentes et qui ont été fournies notamment par des satellites européens dont on pourra parler tout à l'heure, mais qui ont précisé le comportement, notamment le comportement lié à la fonte des glaces et l'évaporation dans les couches supérieures de l'atmosphère des composants qui étaient enfermés à l'intérieur des glaces, et d'affiner les modélisations sur le cycle de l'eau, et qui ont affiné, donc qui ont permis de dire qu'effectivement on avait une accélération, puisque c'est pas du tout linéaire, l'évolution du climat du fait de l'augmentation des gaz à effet de serre, une accélération un petit peu supérieure à ce qu'on avait imaginé du réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment lié à la capacité que nous avons d'instrumenter des satellites et de faire des prévisions beaucoup plus fines au fur et à mesure du temps. Est-ce que vous pouvez citer des programmes emblématiques justement qui fournissent ces données aux scientifiques? Alors j'imagine que le dernier satellite de la NASA et du CNES SWOT, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, alors en fait, nous avons
Nous avons, il faut dire, dans ce domaine, une organisation européenne qui contribue de façon majeure à cette meilleure connaissance du changement climatique grâce au programme Copernicus, qui est un programme européen et avec ses multiples satellites, alors des satellites sentinelles dont vous entendez parler d'ailleurs de plus en plus maintenant, puisque le Copernicus Climate Change Service, dont on entend parler régulièrement maintenant dans la météo et qui explique un petit peu, qui fournit les données de sécheresse très fréquemment, qui surveille l'état des sols, qui surveille également la montée des eaux côtières, qui est d'ailleurs important à souligner puisque l'altimétrie est une filière d'excellence de la France depuis les années 80, la France a fourni les satellites Jason, notamment, qui ont contribué au premier modèle du GIEC. Et c'est vraiment l'expertise française qui a permis d'évaluer de façon très précise l'élévation du niveau de l'eau. Et en particulier, parce que cette élévation du niveau de l'eau n'est pas la même partout, de faire des modélisations sur l'ensemble de la surface de la Terre, de l'élévation de l'eau. Puisque là où l'eau peut s'élever je sais pas, 3 mm en moyenne, en fait, on observe des élévations de plus d'1 mètre à certains endroits et de beaucoup moins ailleurs. Et donc, nous avons donc ces satellites sentinelles. Il y a maintenant 5 générations de sentinelles qui sont en l'air et qui font de l'observation de la Terre à 100%. Il y a aussi des satellites qui sont embarqués à bord des satellites des instruments embarqués à bord des satellites météorologiques qui donnent des précisions très fines sur la composition chimique de l'atmosphère et donc pas seulement sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur toutes sortes de polluants qui sont extrêmement importants. Donc, vous avez évoqué le satellite SWOT. Alors, satellite SWOT, c'est vraiment de la coopération bilatérale franco-américaine. Après, les satellites que j'ai mentionnés, les satellites Sentinelle, c'est de la coopération européenne. Ils sont opérés par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est construit par des consortiums un petit peu partout en Europe, avec des technologies extrêmement différentes. Ça peut être du radar, de l'infrarouge thermique, de l'optique, selon la nature des données que l'on souhaite chercher. Et SWOT est extrêmement intéressant. C'est le tout dernier. Il a été lancé en décembre dernier depuis la base qui a été envoyé depuis Kourou et donc il a comme objectif de mesurer l'ensemble des eaux continentales. Ça, c'est extrêmement important parce que nous avons, vous le savez, un stress hydrique accru du fait du réchauffement, et donc il nous permet d'avoir une connaissance sur la totalité de la surface du globe, des ressources en eau dont on dispose, de l'importance de la diminution des glaciers sur l'approvisionnement des fleuves, mais aussi des réserves en eau à l'intérieur des barrages. Et donc, un peu partout, on va avoir une photographie extrêmement précise, et ça va pouvoir être très utile pour l'ensemble des pays de bénéficier de données pointues sur les réserves en eau, de façon à gérer les conflits d'utilisation que nous pouvons constater un petit peu partout. Alors, on voit bien que l'espace fournit beaucoup de données et c'est vraiment aux décideurs et aux politiques de décider, évidemment, de prendre les bonnes décisions. Mais j'ai envie de vous poser quand même la question, en quoi les technologies les plus prometteuses, peut-être l'intelligence artificielle, permettraient d'être beaucoup plus précis dans la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, c'est pas forcément l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est du traitement de la donnée aval. Et donc, justement, il y a un réseau de start-up qui est très efficace aujourd'hui dans la modélisation, dans ce. Tout à fait. Il y a deux choses. En fait, il y a des verrous technologiques sur la qualité des instruments qui sont embarqués, qui sont travaillés, et notamment, voilà, je pense à des satellites comme des missions comme SMOS qui vont travailler sur les sols et sur notamment l'évolution de l'humidité des sols,
Je pense au satellite Microcarb qui est aussi qui va permettre d'avoir une idée beaucoup plus précise du bilan consommation, absorption et émission de CO2. Donc là, on a des instruments qui sont extrêmement performants et qui vont nous permettre d'avoir des données encore plus fines et plus précises sur certains aspects du système Terre et qui vont nous permettre de suivre notamment la biomasse, etc., de façon beaucoup plus précise, parce que vous savez que c'est très important, notre capacité d'absorption du CO2 et le suivi très précis d'absorption du CO2 est extrêmement utile. Par ailleurs, nous avons effectivement, mais bon, pour ça, c'est pas tout de suite de l'intelligence artificielle, c'est surtout de l'algorithmie et de la capacité du traitement de grandes masses de données, puisqu'effectivement, les satellites nous donnent accès à une quantité absolument astronomique de données. Et nous avons, notamment grâce à Copernicus, toutes ces données, elles sont ouvertes. La contribution de l'Europe et je vais dire du contribuable européen à la connaissance est faramineuse, puisque toutes ces données sont accessibles et donc nous avons beaucoup d'entreprises, alors des startups, mais aussi des entreprises un petit peu plus classiques qui ont l'habitude de faire du traitement massif de données, qui utilisent ces données spatiales, qui utilisent pour partie ces données spatiales et d'autres types de données pour pouvoir nous permettre de faire de l'adaptation au changement climatique, de se prémunir contre les évolutions de demain. Je vais vous donner quelques exemples. Alors très rapidement. Dans le cadre de l'Observatoire spatial du climat, donc le Space for Climate Observatory, qui est une alliance internationale qui utilise de la donnée spatiale. Typiquement, je vais vous parler de quelque chose d'assez simple, les îlots de chaleur urbains. Nous avons la capacité de suivre, grâce à des données radar et des données thermiques, des infrarouges thermiques, des îlots de chaleur sur les villes, typiquement sur Paris. Et en combinant ces données avec des données bâtimentaires que nous avons, des données INSEE que nous avons, des données qui sont liées au diagnostic de performance énergétique, nous pouvons savoir quasiment bâtiment par bâtiment où est-ce qu'il faut mettre de l'argent public dans le cadre des plans locaux d'urbanisme pour pouvoir lutter contre les îlots de chaleur urbains. Comme on sait aussi qui habite dans ces bâtiments parce qu'on a des données INSEE, on sait aussi comment faire ça de façon à préserver les personnes les plus vulnérables et à mettre de l'argent public là où c'est le plus utile pour les populations. Donc ça, c'est vraiment un exemple, mais il y en a 150 comme ça, typiquement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci de votre participation et je vous souhaite le meilleur. Merci, au revoir. Merci beaucoup.